Je voudrais que vous me faites une copie de ça. Ça, c'est sûr. Vous allez en recevoir une. Et ça, je donnerai aux enfants. Mais est-ce que vous voulez en plus, maintenant, puisqu'on vous en donne, si vous souhaitez, est-ce que vous... Je souhaite qu'ils vivent heureux et qu'ils surtout qu'ils aient la paix. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Pour le reste, elles sont assez dépendantes pour se débrouiller. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur. Je suis Hélène Resner, veuve Kuhn. Je suis née le 13 mars 1919. À Varsovie. À Varsovie, oui. Mais j'ai la mémoire de ce que mes parents m'ont raconté. Vous pouvez en parler un peu de ce qu'ils ont vécu? Oui, nous étions 6 enfants, 5 garçons et moi la dernière. Oui. Et mes parents, ils sont tous les deux nés à Varsovie. Mais ma mère, elle avait toute sa famille ici. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, oui. Qui sont venus en Belgique en 1900. La famille Hellman. Hellman Kubowicki, c'était une très très grande famille avant la guerre. Vos parents se marient en 1909 et en 1922, vous venez en Belgique? Oui, tous, le Saint-Frère et nous. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. Et on a eu tout de suite nos papiers, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... étant donné que ma mère avait sa carte d'identité à ce moment-là, il n'y avait pas de différence entre les Belges et les étrangers. Et la vie de vos parents en Pologne, qu'est-ce qu'ils vous en ont raconté? Ils étaient pas mal. Ils étaient pas mal. Ils avaient une fabrique de bonneterie et ma mère tenait un magasin de lingerie, fine lingerie. Elle était en somme, son métier, c'était lingère. Et ils sont venus ici, pas à cause de la situation, mais c'est parce qu'elle ne voulait plus rester là-bas. Parce que? Elle voulait être avec sa famille. Je crois que c'était surtout ça. Et est-ce qu'il y avait de l'antisémitisme là-bas, d'après ce que vous oui, dites? d'après mon père, c'était terrible. Mon père, c'était un socialiste, il était marqué, il était de la gauche, c'était grave pour lui. Vous dites que votre père était socialiste. Est-ce qu'il était membre du Bund? Non. Il était communiste? Non. Il était plutôt sioniste. Il était sioniste? Oui, très fort. Et votre mère s'intéressait à ça, un peu? Ma mère, elle suivait toujours mon père. Ma mère, c'était la Yiddish Maman. Elle élevait ses enfants. D'ailleurs, il y avait 2 enfants de mon père quand elle s'est mariée, mes 2 frères les plus âgés. Elle les a élevés. Nous ne savions pas la différence, on n'avait pas la différence entre les 2 enfants de mon père et les enfants de ma mère. C'était un enfant issu d'un premier mariage? C'était d'un premier mariage, il était veuf. Il était veuf. Mais c'était vraiment une famille très très... C'est surtout ma mère qui tenait toute la famille. La langue qu'on parlait dans votre famille? Le polonais, le plus souvent, oui. Quand mes parents voulaient, surtout pour les 2 plus jeunes que nous étions, ça c'était déjà ici en Belgique, elle parlait le polonais avec mon père pour que nous ne comprenions pas. Ah oui. Puis à un moment donné, elle s'est aperçue que je la comprends. Alors elle me parlait en polonais et c'est une bonne chose parce que je parlais très très bien. Et sans accent, sans rien, je parlais très bien le polonais. Vous parlez encore aujourd'hui le polonais? Oui, très bien. Et quand elle voulait que vous la compreniez, elle parlait quelle langue? Le yiddish. Donc vous étiez très tôt bilingue yiddish-polonais? Et je n'étais pas vraiment bilingue. En yiddish, je n'étais pas vraiment bilingue. Je ne savais pas tellement bien. Parce que j'étais la plus jeune. J'étais déjà bilingue parce que j'allais à l'école, à la petite école. Hein. Donc j'étais déjà bilingue. En 6 semaines, paraît-il, je parlais français. Vous apprenez très vite les langues? Oui, maintenant moins vite qu'avant. Mais j'avais très très facilement.
Vos parents, ils étaient pratiquants, religieux, traditionnels? Comment vous les qualifieriez? Pas religieux. Mais ils pratiquaient quand même un peu? Comme moi, comme moi. Les fêtes? Les fêtes, oui. Ils mangeaient cachère? Non. Non, pas chez mes parents, pas chez moi. Même en Pologne, ils mangeaient pas? Même, non, non, c'était Donc, rare. C'était un milieu plutôt libéral, si je Tout comprends. à fait libéral, tout à fait, tout à fait, tout à fait libéral. Donc vous vous installez en Belgique en 1923. Comment ça se passe pour vous? Vous allez à l'école? À quelle école? À la place Bethléem. Donc vos parents s'installent à Bruxelles. Oui, à Saint-Gilles, au Saint-Gilles. 140 rue de Mérode. Place Bethléem, vous allez à l'école. Place Bethléem, j'allais à l'école. Là, j'ai fait l'école, la petite école, quoi, Oui. la maternelle. Et j'ai fait ma primaire. Ça se passait bien, l'école, pour vous? Pour moi, oui, très bien. Vous aviez des amis parmi... Oui, 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 oui. Je viens de perdre une amie. Et rue de Mérode, il y avait beaucoup de juifs qui habitaient là ou bien Oh là c'était- là, c'était plein, c'était plein. Rue de Mérode, rue Bosnie, rue d'Angleterre, c'était plein, comme maintenant les Arabes. Et donc c'était une sorte de, entre guillemets, de ghetto. Votre mère, quand elle parlait à sa voisine de droite et à sa voisine de gauche, c'était Mais des juifs. c'était pas des juifs. Ah, C'était pas des juifs. donc elle était quand même bien intégrée avec Elle était tout à fait la bien. population belge. Oui, oui, très fort. Très fort. Et rue de Mérode un peu. Et en face, nous avions une très très bonne amie, qui d'ailleurs nous a sauvés, elle a fait beaucoup pour nous. Elle a fait énormément pour nous. Nous avions un atelier. Un atelier de bonneterie. bonneterie. De bonneterie. Que moi j'ai repris après la guerre. Et votre mère travaillait aussi dans l'atelier? Elle venait me donner un coup de main quand moi je travaillais. Mais avec votre père avant la guerre? Non, non, non. Ne travaillait non. pas? Avec 6 enfants. Elle s'occupait Impossible. uniquement, oui. Elle s'occupait de la cuisine, surtout de la maison, tenir le linge. C'était quelque chose pour 6 enfants. Et 5 gaillards, hein, c'était pas quelque chose de facile. Hein. Quand je pense maintenant à ça, je dis, elle était... Parfois, elle était nerveuse, mais je vous assure que... Elle avait de l'autorité sur vous? Avec les 5 frères et... Elle avait beaucoup d'autorité. Elle avait énormément d'autorité, plus que mon père. Mon père, c'était toujours « reste tranquille, ça va passer, ça va passer ». Il était toujours très très calme, mais mon père travaillait beaucoup. Et ça marchait bien? Toute la famille travaillait là-dedans, Ah, vous avez... sauf 2 de mes frères. Et moi, une fois que j'ai commencé à travailler à 13 ans. Donc vous avez fait l'école jusqu'à 13 ans? Oui, j'ai commencé à travailler à 13 ans, mais j'ai dû suivre les cours du soir jusqu'à l'obtention du diplôme. Vous avez fait les deux? J'ai fait les deux parce que ma mère m'avait dit, j'avais fini l'école donc, et j'étais en vacances, et elle m'avait dit un jour, tu continues ou tu vas travailler? J'ai vu ça après chez mon beau-père. Qui était religieux? Il était rabbin. C'est lui qui m'a appris le yiddish comme il faut. Il a passé des heures avec moi. Vraiment, le yiddish littéraire, il m'a appris à bien parler. Et ça m'est venu très très fort. J'ai beaucoup profité de ça parce que j'ai vite appris l'allemand quand j'ai été au camp. Grâce au yiddish? Grâce au yiddish, oui. On dit souvent, hein, le yiddish c'est un mauvais allemand, quoi. Donc à partir de 13 ans, votre vie change, puisque vous quittez l'école pour la fabrique de votre père. Oui. Comment ça se passe là? Vous apprenez quoi comme travail? À faire des... À couper, Oui. parce qu'on faisait le tissu, ça c'est pas du jersey, je crois. Si, c'est du jersey. On faisait ce genre de tissu, Oui. on le vendait au rouleau de 50 mètres. Mhm. On faisait le plus gros qu'on faisait après des tailleurs, en jersey. Il y avait un moment donné où on portait des jerseys, même des manteaux en jersey. Et ça a très 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 bien marché. À 16 ans, quand j'ai connu mon mari, j'avais 17 filles qui travaillaient sous ma main. Donc c'était important. C'était une grande fabrique en fait. Oui, oui, c'était très bien. C'était très bien. C'était connu. Et vous, votre travail, c'était de couper le... Couper, être machine, Oui.
J'ai appris le métier à mon mari. Donc vous étiez déjà un peu chef d'entreprise, si je comprends bien. Oui, oh, à 16 ans, j'étais tout à fait dans le mouvement, quoi. Et ça, c'était aussi une période après l'école, c'était aussi une période qui vous plaisait, vous étiez bien comme ça? Oui, j'étais bien, je gagnais ma vie. J'étais très bien. C'était courant dans votre milieu qu'à 13 ans, on arrête les... Enfin oui, vous avez... C'était très courant. C'était courant. C'était très courant. 13-14 ans, on allait travailler. Mhm. Mais seulement, ma mère, comme elle était très sévère, elle m'avait dit, bon, tu viens travailler, mais tu vas au cours du soir. C'était une journée très difficile. Travailler la journée, aller le soir en cours du soir. 4 fois par semaine. Donc vous aviez des journées bien remplies. Mais je l'ai fait. La dernière fois que j'ai été à l'école, j'avais 18 ans. J'étais presque mariée. Donc, il ne faut pas demander. Mais je l'ai fait. D'ailleurs, ça n'existait pas, ne pas écouter ses parents. C'était impensable. C'était quelque chose de anormal. L'autorité était très... Et moi, j'avais une approche avec mon père extraordinaire, extraordinaire. Vous pouviez parler avec lui? Oh, je pouvais lui dire tout ce que je voulais. Ils étaient très libéraux dans leur bourse aussi. Très. Mon père plus que ma mère. À 16 ans, j'ai rencontré mon mari. Dans quelles circonstances? Vous l'avez rencontré par hasard ou bien vous fréquentiez un milieu où... Non, je n'allais pas parmi les juifs. J'avais toutes des copines qui n'étaient pas juives. Et puis, mon père et une amie à moi, on a été danser au bois de la Cambre. À ce moment-là, il y avait le rossignol et il y avait une piste de danse et c'était vraiment agréable. Et c'était pas comme maintenant, hein, tout le monde se secouait, mais les garçons venaient inviter gentiment les filles avec lesquelles ils voulaient danser. Et mon mari était venu 2-3 fois demander à mon père si je peux aller danser avec lui. Vous le connaissiez pas, là? Non, je ne le connaissais pas, je ne savais même pas qui c'était. Et puis, il m'avait dit qui il était, et je le rencontrais beaucoup plus souvent. Et vous étiez avec votre père J'étais avec mon père, tant que je n'étais pas fiancée. Quand j'ai connu mon mari, lui, il avait toute une bande de jeunes gens. Je crois que c'était... En tout cas, c'était pas la Chaumière. C'était... Une organisation sioniste? Le Dror. Le Dror. Le Dror. Et il y avait, j'ai des photos, je ne sais plus où je les ai mises, de groupes de jeunes, 30, 40 sur une photo. Vous y étiez? Mais j'ai été avec lui, j'étais avec mon mari. C'est votre mari qui vous a introduit? Qui m'a introduit là, et du coup je commençais à connaître autour de moi la jeunesse juive qui était très très valable avant la guerre, qui était très nombreuse. Et après, quand nous nous sommes mariés, je fréquentais presque plus jamais un goy. C'était toujours... C'est votre mari qui a fait ce changement en vous? Plus ou moins, plus ou moins. Et j'ai appris la vie religieuse avec mon beau-père. Oui, j'avais 18 ans quand je me suis mariée. Donc, 18, ça fait 37. Donc, vous vous mariez en 1937. Oui. C'est... Mais on parlait déjà de guerre et on était déjà anxieux. Et il y a beaucoup qui sont partis en Amérique. Et alors, à cause de ma mère, moi, j'ai pas bougé. Elle ne voulait pas partir? Elle ne voulait pas que je la quitte. Moi, je vivais avec la peur. Je vivais avec la peur. Donc, avant même la guerre? Avant la guerre encore, oui. Je ne savais pas comment m'arranger pour pouvoir partir. Est-ce qu'il y avait beaucoup de juifs dans cette fameuse rue de Mérode qui sont partis pendant cette période? Oui, il y a des voisins à côté de moi qui sont partis en Amérique. Les cantors. C'était un atelier de cravates. Et d'autres, c'était un mouvement important, ces immigrations? Non, ils partaient pas par groupe. Hein.
par famille seulement. Non. Et en Palestine, il n'y en avait pas non plus? Non, oh non, qui est-ce qui parlait de la Palestine? Quand on parlait de la Palestine, on disait, bon, c'est un beau rêve, ça va peut-être arriver un jour, mais il n'y a personne qui... Pourtant, vous avez fréquenté le Dror, Oui, oui. la Chomère. Mais aussi, ça va arriver, il disait, ça viendra. On ne savait pas... Ce n'est qu'après la guerre qu'on a commencé réellement à... Donc finalement, toute la famille reste en Europe. Oui. Même si votre frère Joseph va à Lyon, finalement, vous restez, malgré les événements, vous restez tous en Europe. On est resté en Europe et c'était notre grande faute. La décision de faire l'exode est venue très vite? En mai, en 10 minutes. Le 10 mai? Le 10 mai. Le 11 mai. Vous êtes parti tout de suite? Tout de suite. Il y a mon frère Joseph qui est venu avec sa femme et la voiture. Et la voiture était chargée jusqu'au-dessous du toit. Et alors il dit, maman, tu viens avec papa? Alors elle a dit non. Je viens si Hélène vient. Alors je dis oui, je vais venir. Et mon père a dit, moi je viens si Max vient. Il y avait 5 voitures qui se suivaient de la même famille. Et alors, moi j'étais dans la voiture avec Joseph, et la femme de Théo, et ma nièce Liliane, qui était une toute petite fille, et mon neveu, qui avait 8 ans à ce moment-là. Mais on était tellement serrés dans cette voiture que je suis restée sur le côté pour laisser le plus de place possible à ma mère. Mais quand je suis arrivée à Buzette, j'avais comme ça un clou sur l'épaule. C'est un empoisonnement de sang, quoi. Il y avait votre père et vos frères ont été arrêtés à la frontière et ils vous rejoignent à Paris, si je comprends bien. Oui. Chez les cousins en question. Chez les cousins, oui. Et alors de là, tout le monde est rassemblé. Et on s'en va, on va à Buzette. Mais Buzette, vous dites... Mais mon père avec mon mari était déjà à Buzette. Pourquoi Buzette? C'était un village à 17 km de Toulouse. Et pourquoi Buzette? C'était le hasard ou bien c'est... C'était le hasard. Ils sont arrivés dans ce village, ils ont été reçus très très bien chez un vieux couple, 2 chanteurs d'opéra qui étaient en retraite. Et alors, ils vont vite. Nous avons été très vite informés et nous sommes partis les rejoindre. Là, j'ai trouvé mon père et mon mari. Il avait une mine splendide. Donc, ils étaient en quelque sorte des éclaireurs. Oui. Ils voulaient trouver un endroit où vous vous placez avant que vous quittiez Paris. Avant qu'ils vont à l'armée, oui. Oui. Mais en arrivant là, quand j'ai vu mon mari, donc j'étais jeune mariée, il m'a dit, écoute, c'est la première fois qu'on se sépare. Mais à partir de maintenant, où tu vas, je vais. Et où je vais, tu viens. On ne s'est plus jamais séparés. On ne s'est plus jamais séparés. Et c'était notre chance, c'est ce qui nous a sauvés. Dans le midi de la France, on a travaillé. Vous étiez accueillis donc par un couple... Par un couple de vieilles personnes, et en face, il y avait une ferme. C'était un très très beau village, c'est un beau village. On a encore été voir après la guerre pour voir si les 2 personnes vivent encore. Hein. Une fois, on les a rencontrés, mais la deuxième fois qu'on est allé, ils étaient morts. Donc, elle était très vieille. Elle approchait les 100 ans, je crois. Mais j'étais très très bien reçue. Et en face à la ferme, la fermière nous a dit, tout ce que vous voulez, je vous donne. Donc ça, c'était quand même une expérience positive par rapport aux Français. Mais ça, c'était le midi, hein. Ils n'ont jamais vu de guerre. Et alors, vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Des chemises pour l'intendance française. Dans une usine, dans quelle usine vous faisiez ça? Une usine, le patron a monté une usine, là, Qui était à Buzette. Qui était le patron? Monsieur... Enfin, une personne de Buzette? Non, qui venait de Paris. C'était un Parisien. Et qu'est-ce qu'il faisait à Buzette, lui?
Il est parti quand Paris était occupé. Et il a remonté son usine à Buzette. Ah, d'accord. Mais il cherchait des ouvriers. Et comme votre père et votre famille ont travaillé dans les chemises, dans les... On était toujours dans la couture, hein. Oui, donc c'est Et alors mon mari, il a appris à couper réellement des chemises, hein. Il les faisait excessivement bien. Quand je voulais un beau chemisier, je demandais à mon mari de le faire. Et l'usine se trouvait dans Buzet même. Oui. On était très bien, on gagnait notre vie, il nous manquait rien du tout. Rien du tout. Et les relations avec la population locale, elles étaient bonnes? Très bonnes, très bonnes. Joseph est resté en France. Joseph est resté, et lui, il est allé à Lyon. Mais Théo, Maurice, Willy, et nous deux, mon mari et moi, nous sommes retournés en Belgique à cause de ma mère. Mais ils ont été démobilisés? Non. Ils ont été démobilisés après par les consuls polonais. Consuls polonais? Oh, je tremblais. Attendez, ils étaient dans l'armée française? Dans l'armée française, oui. Donc ils ont vécu la débâcle? Oui. Et ils n'ont pas été faits prisonniers de guerre? C'est à ce moment-là qu'on a parlé du Maroc? Oui, nous, on devait aller au Maroc. Avec le patron de l'usine, hein. Oui, Il avait demandé qu'on aille avec au Maroc. Mais votre mère n'a pas voulu, c'est ça? Ma mère ne disait rien. Elle dit, vous faites ce que vous voulez. Mais mon mari avait peur de se faire enterrer avec une croix sur la tombe. Et il est revenu. Et le consul polonais, qu'est-ce qu'il a... Vous dites que c'est eux qui ont démobilisé vos frères? Oui, après, ils sont allés à Toulouse. Et là, il y avait le consul polonais. Ils se sont fait démobiliser, étant donné qu'ils étaient polonais de nationalité. Mais dans l'armée française? Ça n'a pas d'importance. Ah, d'accord. Ils sont polonais. Et tout le monde retourne alors en Belgique? Et tout le monde retourne en Belgique, malheureusement. Mais pourquoi vous avez décidé tout d'un coup de revenir en Belgique si vous étiez si bien, entre guillemets? Oui, à cause de mes parents. Pour quelle raison ils ont absolument voulu retourner? Ma mère ne se serait jamais séparée de mon mari. Mais votre mari était là-bas Mais aussi. oui. Donc ils étaient ensemble. Ils ont quand même préféré rentrer en Belgique. Sachant les Mais événements. ils avaient déjà leur paquet, tout était emballé pour partir. Et tout d'un coup, mon mari dit, moi je pars avec. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas être enterré comme un chrétien. Je veux être enterré comme juif. Mais votre père, lui, il préférait aussi rentrer en Belgique? Non, il serait bien resté au village. Qui a décidé? Ma mère. C'est uniquement votre mère qui... Quelles sont ses raisons, puisque... Je crois qu'elle était malheureuse en France. Ça ne lui plaisait pas? Non. Ça ne lui plaisait pas. Vous êtes resté combien de temps là-bas à Buzet? Presque 1 an. Jusqu'à ce qu'il y avait les Français qui commençaient à prendre des Juifs qui étaient dans des autres villages, dans des autres villes, dans un camp français, à Drancy, je crois. Donc jusqu'en mai 40, vous arrivez... 41. Mai 41, jusqu'en mai 41, vous êtes resté là-bas? Oui. Et vous avez un bon souvenir de cette période, vous? Très. C'était tout nouveau, je suppose, hein? C'était le midi de la France, c'était... D'abord, il y avait le climat qui était excellent, qui était magnifique. Et puis le village, c'était splendide, c'était tellement beau là-bas, c'est encore très beau là. Vous êtes retourné là-bas? Oui, 2 fois. 2 fois. Pour voir les gens chez qui nous étions. C'était des gens charmants. Et les gens de ce village ne vous ont pas proposé de rester, de... Si. Ah, j'ai le nom du patron de la chemiserie, Alain Gris. Gris. Lui il est parti avec les autres ouvriers. Au Maroc. Il y avait même un Parisien avec sa femme qui travaillait là. Ils sont partis au Maroc. L'entente était bonne avec lui? L'entente était bonne avec lui? Avec lui, très, très, très bonne. Très, très bonne. Donc c'est la nouvelle de la capitulation belge, vous l'avez apprise là-bas, je suppose? Et on nous a appelés les Belges du Nord, les Bolges du Nord.
Parce que vous avez capitulé. C'était pas un peu dur, ça, de se faire traiter de Boche du Nord, quoi? C'était pas facile, hein. C'était pas facile. C'est pour ça que ma mère n'a pas voulu rester. Ici, je suis Boche et là-bas, je suis polonaise. C'est ce qu'elle disait. Donc il y avait quand même des... Enfin, c'était surtout Pas dans le village, hein. Pas dans le village. Et dans les autres villes. Et puis elle avait dit, on commence à ramasser les gens, moi je retourne. Donc à ce moment, en mai 41, il y avait déjà le mouvement d'arrêter les Juifs par Il y avait déjà Et ça, vous le saviez? ça, oui, et à ce moment-là, le midi de la France était encore libre. Et c'était déjà dans la police. Française. Ce sont les Français qui ont fait ça. Et le retour en Belgique se passe comment? Facilement. Quand vous avez On a reçu des laissez-passer de la commune Buzet. de Buzet et on est passé facilement. Et quand vous êtes passé par la ligne de démarcation, donc vous avez vu ces premiers Allemands, quelle a été votre... Ma mère était verte. Ma mère était verte. Je crois qu'elle a réalisé qu'on a fait une bêtise. C'était trop tard. Oui, parce qu'elle ne disait plus, elle ne parlait plus très, elle s'exprimait très difficilement, elle parlait très peu. C'était dû à quoi, selon vous, les événements, Les événements, les événements. Elle était choquée, Elle était terriblement choquée. Terriblement choquée. Et votre père, comment? Mon père, il n'était pas d'accord pour retourner. Mhm. Il se sentait bien là. Et comment il réagissait, lui? C'est sa femme. Ouais. Et lui, quand il est rentré en Belgique, quelle a été sa réaction? Sa réaction était pas très très bonne. Pas très bonne. Il se trouvait plus de place. Quand vous êtes... Et mon père, quand il avait quelque chose, il arrêtait de parler. Il ne disait plus rien, on l'entendait plus. Mais il s'attendait d'un jour à l'autre qu'il va leur arriver quelque chose. D'ailleurs, moi, je le savais aussi, c'est pour ça que je suis partie. C'est ma mère qui m'a forcée, elle m'a dit, va à Waterloo. Tu n'as rien à faire maintenant ici. On ne peut plus travailler. On n'a pas comment gagner notre vie. Va à Waterloo tant que tu as un peu d'argent. Et reste là. Mariette et Oscar, ils vont vous tenir. Et alors elle dit, je serai tranquille, je saurai que vous êtes en sécurité. Et pourquoi ils ne vous ont pas rejoints? Pourquoi vous n'avez pas décidé ensemble d'aller à Waterloo? Ça, c'était très dangereux. Oui. Ma mère parlait le flamand. Waterloo était wallon. Et mon père, il s'exprimait difficilement. Mais de toute façon, elle ne voulait pas quitter la maison. Elle ne voulait pas partir de la maison. Malgré tous les événements... Comment vous comprenez ça, vous, aujourd'hui, devant le danger de... Nous, on aurait dû être plus... Moi, je me fais des remords de ça. On aurait dû être plus strict et les forcer à venir avec nous au Maroc. Ça revient souvent, ça, maintenant, pour vous? Oui, oui, oui. Ça revient très souvent. Et des remords aussi. Et mon mari me disait souvent, on n'aurait pas dû écouter ta mère. Ma mère a fait la bêtise, elle a été s'inscrire. Moi aussi j'ai fait cette bêtise, c'est pas moi, mais mon mari. Lui, il portait l'étoile. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne suis pas une vache ou un veau, je dis, moi, je ne suis pas marquée. Je suis ce que je veux. Toute la famille va s'inscrire? Toute la famille est allée s'inscrire. Ça, c'était la bêtise. Est-ce que vous... Donc votre mère, dès le départ, elle a cru ce que vous disiez? Elle a cru, elle a tout cru, mais elle avait peur.
De partir. de partir. Ouais. Et elle n'avait pas peur de rester. Euh, elle avait peur, elle avait très peur. Et Elle m'a forcé à moi et mon mari, en 41, quand on commençait à mettre les étoiles, elle m'a forcé à aller se cacher. C'était en 41. Et comme j'avais des amis c'était à Waterloo, c'était un hôtel-restaurant, et on connaissait très bien les gens là-bas. C'était des amis très, surtout elle était une Belge à 100%, elle était vraiment, et nous sommes restés là chez eux, et elle m'avait dit, tu bouges pas de chez nous. Elle nous a donné un appartement tout à fait en haut. Mais tu bouges pas d'ici. Et j'ai reçu des papiers, des faux papiers, signés, estampillés par la commune de Waterloo. des vrais faux papiers. Des vrais faux papiers, oui. J'étais tout à fait tranquille et mon mari avait le type assez on voyait que c'était un étranger, on voyait que c'était un juif, c'était un très beau garçon, mais on voyait qu'il avait la peau basanée, il était vraiment facile à reconnaître. Et moi pas. J'ai toujours été blonde. On me l'aurait jamais dit, même quand j'étais dans le camp. Le soldat de la VAR, il m'a demandé, c'est vrai que tu es juif? Il ne voulait pas admettre. J'ai dû lui dire, oui, mon grand-père, tout ça c'était des juifs. J'étais cachée. Mais j'avais une tante et un oncle qui vivaient à l'avenue du Roi, au numéro 12. Tous leurs enfants étaient partis, il n'y avait personne. Lui était malade et elle n'était pas très bien portante. Et mon mari dit, c'est pas possible, hein. Tu as une tante et un oncle là, hein. Peut-être qu'ils ont faim, qu'ils n'osent pas sortir ou qu'ils ne savent pas sortir. Pourquoi tu ne vas pas leur porter un paquet? Il m'a dit ça, je n'étais pas chaude pour y aller, hein. Il m'a dit ça une fois, deux fois, je dis bon, je vais quand même y aller. Et j'ai fait faire un paquet, je l'ai pris avec. Et je suis partie, il y avait le tram, le W qui venait de Waterloo jusqu'à Bruxelles à ce moment, comme maintenant. Et j'arrive chez eux, je sonne. Et il y a un monsieur en civil qui me dit, ah, en français, il parle le français. Bonjour, qui êtes-vous? J'ai dit, ma tante est là, il y a quelqu'un de malade. Je croyais que c'était un docteur ou quelque chose comme ça. Mais oui, il dit, entrez, entrez. Et quand je suis entrée, c'était la Gestapo. Et je suis parvenue à discuter avec eux. Ils ont laissé ma tante et mon oncle. Je dis, vous n'avez pas besoin de ces deux vieux. C'est assez que moi, je suis là. Et mon oncle s'est empressé quand nous étions partis. J'étais partie avec la Gestapo à l'avenue Louise. J'étais la première après le 17e transport à la cave à l'avenue Louise. Et là, alors, il a téléphoné à mon mari, mon oncle, et il lui a dit, écoute, on a pris Hélène, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il dit, moi je viens. Et il était venu. Quand je l'ai vu à la cave, quand il est arrivé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh, il dit, où tu vas, je vais. Et vous saviez ce que ça voulait dire à ce moment-là, Gestapo? Enfin, à quoi ça allait aboutir? Non, oui, je savais, on va aller à Mali. Et de là, on n'ira plus loin. Mes parents ont été déportés le 3 septembre. Moi, j'ai été arrêtée le 10 novembre. Mes parents ont été déportés le 3 septembre. 42. 42. La première rafle, la toute première rafle. Donc, Et ils sont partis avec le 6e transport. Donc en 15 jours, il y avait déjà 6 transports. Et un transport comptait des 2000 personnes. qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là?
Ben, je suis dans le bain, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? Je ne vais pas me taper la tête contre le mur. Vous imaginiez que vous alliez... Oui, je m'imaginais tout, Même le pire? même le pire. À ce moment-là, oui. Mhm. À ce moment-là, oui. Maintenant, je suis dans la gueule du loup. Avant votre arrestation, votre propre arrestation, donc vous connaissez l'existence de la caserne d'Ossin? Non, Non. je ne savais même pas où ça se trouvait. Donc c'était vraiment un flou total de tout le processus. Ils ont tout fait caché. Donc vous avez découvert la caserne d'Ossin uniquement le jour où vous y êtes arrivé. J'ai découvert la caserne d'Ossin d'une drôle de façon. Moi, je suis venue, comme ça, il y avait un transport presque chaque semaine. Et moi, je suis venue après le 17e transport. Je suis venue à la caserne d'Ossin un jour après le 17e transport. Et le 18e transport, les gens savaient déjà qu'ils doivent se cacher. Alors, ils ne savaient plus ramasser tant de monde. Et ce transport-là, donc le 18e, est resté pendant 3 mois à Malines. Avant qu'ils ont eu 2000 personnes. Quand il y avait 2000 personnes dans la caserne, on faisait un transport et ils partaient. Donc vous n'avez plus jamais revu vos parents? Non, mes parents, mon plus jeune frère et mes parents, je ne les ai pas vus. Mais par contre, j'ai vu mes 2 frères. On va revenir sur votre arrivée à la caserne d'Ossin. Comment ça se passe, les formalités pour vous? Comment ça s'est passé pour vous, les formalités pour entrer? Très mal. Vous pouvez en parler? Oui. On est arrivé en camion. On était dans le camion, 40 personnes dans un camion. Je vous assure que c'est serré. Hein? Et alors, chaque fois qu'il y avait un trou à la rue ou quoi, c'était l'un tombé sur l'autre. Mais enfin, on est arrivé à la caserne d'Ossin. Et alors, il y avait des Gepäckträger, Oui. des hommes qui aidaient à descendre les valises et tout ça. Ça, on les a plus vus, hein, les valises. C'était directement confisqué. Ça, c'était tout de suite parti. Moi, j'avais mon petit sac. Dans mon petit sac, j'avais ma poudrière. J'avais une poudrière splendide. Je me rappelle encore. C'est celle que je regrette le plus. Les Allemands contrôlaient, entre eux. Et Boden surveillait. Et quand tu voyais quelque chose de beau, c'était confisqué, c'était dans sa poche, c'était parti quoi. Et ma poudrière a pris le chemin de la poche de Boden quoi. Et il a enlevé ma jaquette, qui était une jaquette en fourrure. C'était quand même froid déjà le 10 novembre. Et je suis restée dans une petite blouse noire transparente, en voile, avec une petite jupe qu'on portait jusqu'aux genoux à ce moment-là, comme les azous. Je claquais dedans, je disais rien. Et il me demande, t'as quelque chose à déclarer? Je dis non, rien. Et j'ouvre mon sac, je le vide. Ah, il dit, das ist schön. Et il prend ma poudrière dans la poche. Et je regarde. Et l'une des filles, je crois que c'était Eva Fastak, qui me fait. Alors j'ai compris, je dois me taire. Le premier 2-3 mois qu'on était à Malines, on recevait des colis du dehors. Mais la plupart du temps, c'était Gepäcksperre. C'est ce qui veut dire? La fermeture des paquets. Alors il y avait des paquets jusqu'au plafond, parce que les gens envoyaient des paquets qui étaient à Malines pour prendre avec et des trucs comme ça. Hein. Jusqu'au premier étage. Et ça pourrissait, la nourriture pourrissait là-dedans. Et pourquoi? Et puis ils prenaient cette nourriture et ils la mettaient dans la soupe. Parfois, on recevait notre bol de soupe et il y avait un truc à raser dedans. Pourquoi qu'ils laissaient pourrir les colis? Par sadisme ou Par sadisme, ça au début à Malines, on avait comme commandant, comment il s'appelait encore? Celui qui était à Brendonk aussi. Ce qui était à Brendonk. C'est... Enfin, ça va me revenir. Oui, je... Vous avez son nom, Schmitt. Schmitt. Ça, c'était un assassin.
il s'amusait à faire marcher les gens au milieu de la nuit, les réveiller, les faire descendre à la cour de la nuit de 42 à 43. C'était quelque chose d'horrible à la caserne d'Ossin. Le Nouvel An. Le Nouvel An. C'était quelque chose d'horrible à la caserne d'Ossin. Heureusement qu'on avait un groupe des Autrichiens, des Allemands, des Juifs. Eux, ils savaient ce qui allait se passer. On les a fait tourner, pas les femmes, rien que les hommes, hein. On les a fait tourner, vieux, jeunes, tout était ensemble. On les a fait tourner autour de la caserne. Et en face, il y avait, en face de la porte où on entrait à la caserne, au-dessus, il y avait les appartements des Allemands et des Schmitt. Et lui, il a ouvert la fenêtre avec son revolver, il était occupé à tirer. Et alors, les Allemands, les jeunes Allemands et surtout les Autrichiens, ils ont fait le rond autour des personnes âgées, et surtout qu'il n'y ait personne qui sort du rang. Tournez, 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 mais ne sortez pas des rangs. Et ils n'ont sauvé la vie. Hein. Il tirait carrément sur vous. Carrément. Il a tué des gens comme ça? Non, non, pas chez nous. Enfin, il a tué des gens autrement. Oui. C'est grâce à ceux qui formaient un double cordon autour de vous qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Ça, c'était une nuit affreuse, terrible. Il y en a qui ont eu les jambes gelées. Et à Malines, nous étions dans la salle 18. Nous étions 110 personnes. Vieux, enfants, femmes enceintes, malades, bien portants, tout ensemble. Et dormir sur des sacs, même pas des chalets, mais des sacs par terre. C'est nous, après, quand on avait l'atelier, qu'on a fait les sacs, qu'on a bourré de paille et qu'on a mis sur le chalet. Schmitt était le commandant. Et il avait demandé, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'atelier, il n'y avait pas de Werkstätte. Il avait demandé à une bonne femme qui s'appelait Rosner, c'était une anversoise. Et moi, je m'appelle Reisner. Donc, il y avait juste un mot de différence. Et elle était une personne très douée, elle savait beaucoup coudre, elle était très, très... elle lavait bien, elle lavait les linges de soldats et tout ça, et elle leur accommodait, elle les faisait très très bien. Et elle s'était vantée qu'elle était une chemisière, quoi, qu'elle sait faire des chemises. Et Schmitt l'appelle, et il lui dit, écoute, il dit, tu vas faire des chemises pour nous. Mais avant, elle avait dit, quand il lui a dit ça, hein, de faire des chemises, elle dit, oui, mais moi je ne sais pas le couper. Je sais finir une chemise, je sais tout faire, mais je ne sais pas la couper. Et elle savait que mon mari était un bon coupeur. Parce que les Schneiderei, donc les tailleurs, ça, il y avait un département de tailleurs. Et elle dit, oui, mais je connais un, mais il m'a dit qu'il ne veut pas travailler pour les Allemands. Et ça, c'est intéressant, ce qu'il avait dit. Et à 3h du matin, on appelle mon mari. Et mon mari, il dit, ça y est, hein, je vais attraper des coups, il y aura quelque chose. Hein. Et puis il entre chez Schmitt, et Schmitt lui demande, c'est toi le coupeur de chemises, tu sais couper les chemises? Ah oui, il dit, je le coupe très bien. Dans ce cas, il dit, tu vas me faire 6 chemises. Et il lui avait expliqué comment c'était très compliqué, avec des bandes en dessous pour ne pas avoir, pour qu'on ne voit pas qu'il a des boutons, et des manchettes amovibles, et les cols amovibles. C'était toute une histoire. Et il dit, bon, qu'est-ce qu'il sait faire? Il doit dire oui, hein. Et il monte à l'atelier, et il coupe les chemises, et elle les finit, et il les repasse et tout, et on les lui apporte. On va les lui apporter. Et lui, il regarde ses chemises, il dit,
sehr fein, gut gemacht. Schmidt. Hein? Schmidt. Schmidt, oui, très très bien fait. Et alors il dit à la bonne femme, tu vas faire un atelier. Tu peux prendre 40 personnes. Et toi, il dit à mon mari, tu seras le coupeur en chef. Et tu surveilles l'atelier. Et alors il le regarde, tu dis, oui, bon, et une double abstia. Et tu restes ici. Donc il lui a promis qu'il restait. Et à un moment donné, mon mari lui dit, oui, mais j'ai ma femme ici. Ah, il fait Schmidt. Mais c'est une très très bonne... elle sait bien coudre à la machine. Ah ben, il dit, il apprend à l'atelier. Et c'est comme ça qu'on a eu la chance de rester. Schmidt, il faisait du marché noir. Nous, on faisait de la marchandise pour lui, des esclaves gratuits. Et lui, et encore, les Juifs qui étaient dans le camp, hein, ce qui était avant commerçants, quoi, devaient leur procurer le tissu et tout. Le Judenrat avait aussi donné des tissus et toutes sortes. Donc, Schmidt obtenait du tissu par l'intermédiaire des Juifs qui étaient dans le camp. Absolument. Donc ça ne lui coûtait pas d'argent. Il les faisait faire par les gens qui travaillaient dans les ateliers. Ça ne lui coûtait rien non plus. Ça lui coûtait juste un bol de soupe à 4 heures. C'est tout. Et il envoyait ça dans des trains en marché noir, au front russe. On savait qu'il y aurait des déportations, mais on ne savait pas qui. Une flèche blanche. Ils sont venus minuit, 1h du matin, sous, comme des Polonais. Et alors, avec une baguette, il était occupé là. Et on ne savait pas. On savait qu'il fait la sélection, mais on ne savait pas qui allait rester et qui allait partir. Qui faisait ça, Boden? Boden faisait ça, avec Franck. Franck aussi? Ah oui, il liquidait l'atelier. Hein. Et le lendemain, on avait tous fait nos paquets. Hein. On va partir. Hein. Boden était passé par l'atelier, il fait à mon mari et à moi, du bleibst hier. Toi, tu restes ici. Alors, mon mari, on devait chaque fois se mettre au garde à vous. Hein. Dankeschön. Fallait faire ce qu'il fallait. Hein. Et les autres sont partis au transport après 17 mois. Et c'est Boden qui vous a sauvé Et non, c'est Franck qui m'a sauvé. Après, il n'y avait plus d'atelier. Il y avait juste une machine, une piqueuse, ça c'était Rosner qui piquait. Mais moi, j'avais plus rien à faire. Et il y avait un transport qui arrivait. Et Franck m'a dit, du gehst auf de Malerstube. Tu montes à la Malerstube, donc la salle des artistes, parce qu'il y avait des bons peintres, des gens valables là. Hein. Et tu vas faire des marionnettes pour la Hitlerjugend. Je vais même faire des marionnettes pour n'importe qui, hein, moi-même comme ça. Et alors je suis montée. Et il dit, là, tu restes là, il dit, et tu bouges pas de là. Hein. Et alors, avant chaque transport, il y avait un groupe qui venait de Berlin, un groupe des SS, de la Gestapo, mais vraiment des chiens, quoi. Et eux, ils accompagnaient les transports. Alors, il avait dit aux autres qui sont restés, bougez pas. Restez dans vos chambres, ne bougez pas. Après le transport, quand ils seront partis, vous pourrez de nouveau descendre. Et alors, le transport est parti. J'ai fait des marionnettes. Je crois qu'il y en a une qui se trouve quelque part dans un musée. Est-ce que vous avez vu des gens prier à la caserne de Saint? Très fort. Très fort. Parce qu'on me demandait si on n'a pas quelque chose, des couteaux, des armes, si on savait. Et alors, quand on avait de l'argent, ça moi j'ai aussi donné. Parce que j'avais toujours de l'argent chez moi. Avec vous, à la caserne de Saint, ça n'a jamais été confisqué? Ils ne l'ont jamais trouvé.
Vous le cachez où? Je le cachais bien. Et les Allemands vous laissaient tranquille la nuit ou ils venaient comme un... Comment ça? Quand ils se saoulaient, ils avaient un plaisir. Ils appelaient ça Fußkontrolle, contrôle des pieds. Et alors ils arrivaient, 4, 5, avec leurs chiens, et on devait découvrir nos pieds pour voir s'ils sont très propres. Si les pieds étaient sales, ils nous faisaient danser la moitié de la nuit sur la neige. En pyjama, pas habité, los. Ça, c'était... Ça arrivait souvent, ça? Ça arrivait souvent. Qu'est-ce qui était le plus dur à supporter? Le fait de ne pas avoir à manger? Le fait qu'on vous Non, le fait dépouille de déportation. De voir les gens partir. Pas le fait qu'on vous traite comme une bête et que vous ne soyez finalement plus qu'un numéro et que vous n'ayez plus de nom? On ne se rendait pas compte. Non. On ne se rendait pas compte. Mais quand on voyait les gens déportés, là, c'était la fin de tout. Vous avez dit que votre mari, à un certain moment, a été battu. Vous n'avez rien su de ça? Il ne m'a jamais rien dit. Et comment ça s'était... En fait, c'était dans la cour, c'est ça? Il est descendu à la cour, il voulait aller remettre un paquet au commandant ou à Boden, je ne sais pas, parce qu'ils étaient tout le temps occupés. Fais-moi ceci, fais-moi cela, et il fallait le faire. Hein. Et comme c'était l'hiver, il avait son col debout, et un Steckmann qui est passé. Et il n'a pas vu, il ne s'est pas mis au garde à vous. Alors c'était doux, Heini, et il a attrapé avec la laisse du chien, c'était une tresse épaisse comme ça, avec une boucle dans le bas. On attachait le chien dessus. Et il m'a jamais rien dit. Et ils ont tapé sur le dos. Il a eu des séquelles de ça? Énorme, énorme. Il a eu une blessure comme ça sur le poumon. On l'a soigné à la caserne? Non, à la caserne, on ne lui a rien fait. On lui a rien fait. Il ne pouvait pas aller à l'infirmerie après? Il n'osait pas aller. Il avait peur d'y aller. Avant la libération, il y a eu toute la Gestapo de France qui est venue passer par la caserne et ils étaient tous armés au-dessus de la tête. Des mitraillettes et des fusils mitrailleurs, c'était terrible. Et ils sont venus avec des tanks. Ils fouillaient la France qui était libérée? Ils fouillaient la France qui était libérée. Et c'était 2-3 jours avant la libération. Et le commandant a fait savoir, Egon est venu nous le dire, et encore il y avait un autre, le beau-frère d'Egon, qui habite toujours au Brésil. Comment il s'appelait? Armand ou Bernard, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus son nom. Il est venu nous dire, on nous a signalé qu'il ne faut pas bouger. On ne peut pas bouger de là. Il paraît que c'est le commandant, Frank, qui a dit, ne pas bouger parce qu'il a peur de ceux qui sont là. Il était dans une situation particulière? Oui, parce qu'il dit, j'ai peur pour une catastrophe, comme il y ait une élimination brutale. Et alors, il dit, quand ils seront partis, on vous préviendra. Eux, ils sont partis le lendemain, et après, Boden et Frank sont montés sur une escabelle comme ça. Ils ont appelé tout le monde à la cour, et ils ont dit, nous allons partir, j'espère que nous ne vous avons pas trop maltraité, et qu'on pourra se revoir après en amis. Un discours complètement farfelu. Farfelu. Mais nous partons. Et vous allez être libérés. Et le lendemain, il n'y avait plus personne.
Comment vous avez réagi au discours de Boden et Franck On était, qui ils vous nous disent- prennent pour des fous, Ouais. pour des dégénérés, ou quoi. Mais ils ont cru qu'on peut nous faire avaler tout ce qu'ils disent. Pour la libération elle-même, donc vous nous avez expliqué qu'il y avait eu le discours de Franck et de Boden qui sont partis, qu'ils ont été pris par la suite. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé dès le moment où ils sont partis? Les portes se sont ouvertes. Alors j'ai dit à mon mari, on s'en va. Il y en a qui sont encore restés à Malines pour attendre le camion de Judenrat pour les emmener. Et moi, je ne veux plus, pas une minute. On s'en va. Et on est sorti dans la Judenrat. Il y avait un petit café. Et moi, j'avais encore quelques francs. Et il nous a vus et il dit en flamand, vous venez de la caserne? On a dit oui. Alors il m'a répondu, venez, venez, je vais vous faire à dîner, je vais vous faire à manger. Et je lui dis, je voudrais rentrer à Bruxelles. Mais il dit, tu sais, Bruxelles, en Malines, on se bat encore. Il y a encore les Anglais qui se battent. Hein. Et alors on a été voir, et il dit, revenez après-midi, on va s'arranger, je me trouverai un moyen de vous amener à Bruxelles. Et on est allé un petit peu vers la ville de Malines, et là il y avait les Anglais qui arrivaient, et qui m'ont demandé, un qui s'est arrêté avec son tank, et qui m'a demandé où se trouvent les camps Mechelen. Il m'a dit Mechelen, donc Malines. J'ai dit oui, mais ils sont libérés. Ah, it's fine, il m'a dit, it's very fine. And you are Jew? J'ai dit oui, je suis aussi juive. Et d'où tu viens? Je dis je viens de Malines. Et tu te sens bien? J'ai dit oui. Il est venu me voir après. Et alors après, nous sommes retournés chez ce monsieur, chez ce petit café. C'était un cabardouche, un tout petit café, comme on trouve en province encore. Et là, il nous a préparé un souper avec du poisson. C'est gentil. Et c'est la première fois. À midi, on avait mangé un beefsteak avec des frites. Toujours chez lui. Chez lui, il nous a préparé ça. Mais seulement, on a eu peur de Tout de suite manger. tout de suite manger comme ça. Le soir, on a mangé le poisson, et puis il dit, vous restez dormir ici, et demain, on rentre à Bruxelles. Je dis, quel moyen pour rentrer à Bruxelles? Je dis, le tram ne marche pas, le bus ne marchait pas non plus. Comment on va rentrer? T'as pas de voiture. J'ai une charrette avec un petit cheval. On va faire ça tout doucement, mais on va rentrer. Et moi, j'avais un petit baluchon là. J'ai eu l'esprit d'aller à la cuisine, prendre un petit peu de pain, puisqu'il n'y avait plus personne à la cuisine, prendre une boîte de margarine, parce qu'il y a du beurre, ça. Et j'ai pris un bocal de confiture. Et je dis, bon, si on a faim, le premier jour, on sait déjà avoir quelque chose à manger. Et alors, j'avais mon petit baluchon avec moi, et cette petite charrette. Et nous trois, donc le patron, là, du petit cheval, et nous trois, donc, sur cette charrette, on est partis à Bruxelles. Ça a duré toute une après-midi. Hein. On était arrivés à 3-4 heures à Bruxelles. Le soldat britannique, vous l'avez rencontré quand, celui-là? C'est quand je suis sortie du camp. Et alors, tout de suite, il a sympathisé? Il était dehors, Il m'avait demandé si je sortais de Malines. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir Ça m'a fait chaud au cœur. ouais. Ça m'a fait chaud. J'ai dit à mon mari, tu vois qu'il y a des gens qui sont encore gentils. On n'avait plus l'habitude de ça. Hein. Après, il venait souvent, il venait me rendre visite. Quand il avait l'occasion de venir à Bruxelles, il me rendait visite. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais à ce moment-là, c'était miracle avec ce petit cheval. On s'est arrêté 3-4 fois parce qu'il fallait laisser le petit cheval se reposer. Alors il lui donnait du foin là, dans un grand sac là. Mais enfin, on est quand même arrivé à Bruxelles. Et à Bruxelles, je dis, à l'entrée de Bruxelles, je vois un qui crie « Hélène, 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 Max !» C'était mon concierge. Je dis, comment il savait?
Il dit, écoute, dès ma ligne, tu ne sais entrer que par ce chemin. Alors je me suis mis là et j'attendais. Je me suis dit, si tu es là, tu vas revenir. Donc les Belges vous ont accueilli quand même très chaleureusement. Très chaleureusement, surtout mon concierge. Alors nous sommes allés chez lui et tout d'abord, il nous a fait, comme il n'avait pas de salle de bain, alors il a pris une grande bassine comme ça, ronde, en espèce comme on fait les casseroles en alu. Ah ouais. Et il a rempli ça avec de l'eau chaude. Première chose, il prenait un bon bain chaud. Puis il dit, je vais vous donner le peignoir de ma fille et de ma femme. Vous allez vous mettre à l'aise et je vais vous faire à manger. Et comment vous... Et je dis, Oscar, comment tu vas faire? Où on va dormir? Ah, il dit, vous allez dormir chez moi, dans ma chambre. Et moi, je vais au grenier. Et comment était la vie à ce moment-là? Dans les rues, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce On qu'on dansait, on chantait, il y avait un bazar infernal. Les filles qui montaient sur les tanks, et c'était... Évidemment, moi, je suis rentrée, mais j'avais le cœur propre. À la Je fois... rentre toute seule. Ça n'a pas été une joie pour Non, non, pour moi, Vous avez pensé... c'était un soulagement que j'étais libérée, mais ce n'était pas vraiment la joie. Parce que je pensais à tous ceux-là qui n'étaient pas là. Et après, j'ai été vite enceinte. J'ai été enceinte 3 mois après le camp. Et je dis, bon, maintenant je suis enceinte, moi je veux avoir ma famille autour de moi. Et Joseph m'avait écrit de Lyon. Il y avait quelqu'un qui lui a dit que j'étais là. Et vous n'aviez aucune nouvelle de Joseph? Non, j'avais aucune nouvelle. Je ne savais pas où il était. Mais il m'avait écrit une lettre. Ah, j'ai dit, j'en ai 2. Alors, j'ai demandé à Mac d'écrire à mon frère. Et puis j'ai dit, écoute Max, je suis enceinte. J'ai besoin de mon frère pour remonter l'usine. Parce que si mes machines ne sont pas remontées, je ne sais pas gagner ma vie, je ne sais rien faire. Qu'est-ce que je fais? Ah, il dit, tu vas venir avec moi au quartier général de l'armée, des Américains, mais tu vas venir avec moi, je vais te présenter un colonel qui s'occupe de ces choses, qui s'occupe de rassembler les familles. Et je suis partie avec lui en Vex. Et j'ai dit, comment je vais m'expliquer? Je ne savais pas encore parler. Je comprenais l'anglais, mais je ne savais pas encore le parler. Hein. Et je dis, comment je vais m'expliquer avec lui? Il ne parlait que l'américain. Ça, c'était pire pour moi. Hein. L'américain, c'était tout à fait un autre accent. Hein. Et alors, il me regarde, le Mac, le sergent, et il me dit, en yiddish, comme ça, un yiddish démoli, faut pas t'en faire, c'est aussi un juif. Alors, je dis, ça y est, maintenant, je suis chez moi. Alors, je lui ai parlé en yiddish, on s'est très bien expliqué, et il me dit, tu peux rentrer chez toi, dans 8 jours, ton frère est là. Et 8 jours après, j'avais Joseph qui est revenu toute seule de Lyon. Et j'ai dit, Joseph, on doit aller à Ostende parce qu'il vient par la malle de Londres. Et là, alors, on est allé le chercher, on l'a vu. Vous pouvez parler de ces retrouvailles avec Henri? On a pleuré tous les 3. Et mon mari dans son coin aussi. Ça devait être émouvant, ça, hein, Oui. de se retrouver après toutes ces épreuves. C'était très, très... Mais bon, vous avez essayé d'avoir des nouvelles de vos parents, de ceux qui ont été déportés. Oui, mais ça, je savais que mes parents ne reviennent plus. Ça, vous le saviez. Ça, je savais, ça, j'étais certaine. Mais j'avais l'espoir qu'il y a un des jeunes qui va revenir. Et c'est quand que vous avez vraiment su qu'il n'y avait aucune chance? Très vite ou bien vous avez... Non, 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 ça a duré, ça a duré. Quand j'ai vu les premiers déportés qui sont revenus. Vous pouvez en parler de ça? J'ai vu le premier déporté, je posais des questions et alors il y avait Henri Trax, un ami à Madame à Bianca,
qui a été dans le même camp que mes frères. Et mon plus jeune frère et un cousin. Et lui, il a dit, non, ils ne reviendront pas, ils sont morts tous les deux. Et mon frère Henri, quand il a appris que j'étais enceinte, ici, il n'y avait rien, il a acheté toute la layette pour le bébé, avec des essuyers, des draps et des langes. C'était pas comme maintenant, les pampers et le truc. Il fallait laver tout ça. Et j'avais absolument un grand panier avec tout ce qu'il fallait dedans. Au contraire, quand je suis allée à la clinique, j'étais celle qui avait le plus beau trousseau pour le bébé. Donc l'argent que je lui ai envoyé, au lieu que lui, il en profite, il a fait... Il m'a renvoyé, donc, quand il est venu avec la malle d'Ostende, la Ostende d'Ouvre, Ostende, oui, c'est Douvres, hein. Eh bien, après, quand mon frère est revenu, il a vécu avec moi, avec nous, mon mari, ma belle-sœur et moi et mon frère. Pendant 5 ans, nous étions ensemble. Le fait d'avoir un bébé juste après toutes ces épreuves, Ça, c'était très très bien pour moi, c'était important. très important. Vous pouvez expliquer pourquoi? Parce que j'avais déjà plus de... J'étais mariée, donc mon fils est né en 1945 et moi je me suis mariée avant la guerre, En 39. juste avant la guerre. Alors c'était presque 7 ans, au moins 7 ans. Et avant qu'il est né, c'était 8 ans. Il était temps que j'ai un bébé. Mais par rapport à tous ces événements, je suppose que ça avait aussi... Ça avait une importance énorme parce que j'avais quelque chose qui sera de moi. Comme pour tirer un trait de tout ce qui s'est passé Oui. Oui, oui, avant. Et votre mari était d'accord avec ça? tout à fait, tout à fait. Mais pas deux, hein, Pourquoi pas deux? parce qu'il m'a dit quelque chose et c'est la vérité. Le monde n'a pas changé. Il y aura toujours des antisémites. Il y aura toujours des guerres. Je ne veux pas faire la chair de canon. Au lendemain de la guerre, vous avez très vite, la vie quotidienne a pu reprendre très vite normalement? Non, non. Ça a duré au moins 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Vous êtes- D'abord, mon mari est rentré malade. Il fallait le soigner. Puis il fallait tout doucement se retaper. Vous étiez en quel état, vous? Pas tout à fait musulmane, mais un petit peu... J'avais 45 kilos. Vous aviez besoin d'un traitement, J'avais besoin de surveiller ma nourriture. Ne pas plonger dessus. Ça devait être difficile quand on a eu Ça, c'était très dangereux. Parce qu'on attrapait les intestins détraqués, l'estomac détraqué, et on ne survivait pas si on commençait à manger de tout. Il fallait se garder au laitage, les papes, tout ce qui était léger. Vous réhabituer à manger. Réhabituer. Manger souvent, 5-6 fois par jour, mais par toute petite quantité. Et alors il fallait se retaper. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Et votre mari, lui, c'était plus grave. Bon, c'était beaucoup plus grave. Lui, c'était le cœur, le poumon, le foie. Lui, c'était beaucoup, beaucoup plus grave. Il a beaucoup souffert. Il est décédé dans les années 70 à cause En des suites, 78, à cause de suites des mauvais traitements. de qu'il mauvais a- traitements. Et encore, je l'ai soigné pendant 15 ans. Je ne l'ai pas laissé travailler. C'est moi qui faisais tout. Qui m'occupais de l'atelier, qui m'occupait de tout. Je l'ai soigné pendant 15 ans. Et chaque fois que j'allais en visite à l'hôpital Molière, le médecin me regardait, il regardait mon mari, il dit, tu vis encore? Tellement qu'il était malade. Et avec votre fils, quand il est devenu plus grand,
Et avec lui, vous avez pu parler, vous avez osé lui parler de ce que vous aviez vécu, vous n'avez pas voulu. Lui, il a compris tout de suite. C'est alors qu'il s'est mis dans le mouvement de la chômère, En réaction à ce que vous avez vécu. en réaction à ce que je lui ai raconté. Je me doutais qu'il ne va pas rester ici. Mais je me suis dit, il va finir ses études et il va partir après. Parce que je lui ai dit souvent, si tu veux partir, ne pars pas comme un mouton. Pars comme un berger, finis tes études. Et tu auras quelque chose de valable. Mais la dernière fois qu'il a été à l'université, il est revenu au milieu de la journée, il a dit, maman, je pars. C'était dû à un incident. C'était quelqu'un qui lui a dit ça aujourd'hui. Ils se sont battus à l'université, à l'ULB. Il est rentré à la maison, il dit maintenant je m'en vais, je ne reste pas ici. Et quand vous dites que vous avez pu parler avec votre enfant. Avec lui, j'ai pu parler. Et il posait des questions, il s'intéressait. Beaucoup. Et quand avant que mon mari a commencé à être très malade, moi j'ai eu un cancer de la poitrine. J'ai été opérée. C'était aussi dû aux conséquences de... Absolument. Et j'ai été opérée. Bon, je suis allée à temps. Je ne savais pas que je suis allée à temps. J'ai le cancer, moi je dois faire tout en ordre. J'ai fait des testaments, j'ai tout en ordre, le papier et tout. Et je garde l'habitude d'avoir de l'ordre dans mes papiers depuis ce temps-là. Je voulais vous demander, quand est-ce que les gens ont commencé à vous croire? Une bonne quinzaine après que nous sommes partis, nous sommes revenus. Au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Parce qu'on parlait tellement entre nous que c'est venu aux oreilles des journalistes, des écrivains, et commençait à en parler réellement. Alors ça commençait à sortir. Vous étiez contente que finalement on vous croie et que... Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut que le monde sache ce qu'on a passé. Donc vous voulez pas vous terrer en Non, disant... ah non. Si je serais venu en 70 ou en 78, moi j'aurais fait la même chose. J'aurais parlé. Et vous croyez que votre témoignage, ça peut aider les jeunes de maintenant qui... Moi, je l'espère. à réfléchir sur... Je l'espère. En tout cas, en Israël, ils le savent. Les jeunes ont de l'histoire à l'école et on le leur apprend. Et puis, à un moment donné, à l'école primaire, on a demandé aux élèves d'avoir un album avec la famille et d'où elle provient. Donc moi, j'ai rassemblé toutes les photos que j'avais. Je les ai collées dans leur album. Et j'ai chaque fois signé de porter à telle date, de porter à telle date. Et d'où je venais, et, qu'est-ce que j'ai passé, que j'ai expliqué. Mais alors, j'avais la réponse de mes deux filles. Comment tu t'es laissé prendre? Ça vous a pas énervé? Pourquoi tu n'as pas résisté? Ça vous a pas énervé d'entendre... Non, parce que je dis, c'était un réflexe de gens qui savent se défendre. Ou bien qu'ils ne connaissent pas ce que vous avez vécu. Mais pas seulement ça. Mais Israël ne se laisse pas faire. Et un Israélien, il est prêt au combat, tout le temps. Il sait qu'il doit se défendre. Tandis que nous ne savions rien. On n'était pas armés, on n'avait rien du tout, même pas un couteau. C'est ce que vous avez répondu à vos deux petites filles? J'ai expliqué. Et alors, ils ont eu une excursion à Auschwitz. Et quand la petite est venue me voir la dernière fois, ici, au mois de septembre, elle a dit, maintenant, je comprends tout. La famille, c'est quelque chose de... La famille, c'est important. C'est important. Bon, de temps en temps, on s'engueule, on se dispute, on dit des choses qu'on ne doit pas dire. Et allez, le lendemain, on a oublié, et puis c'est tout, c'est fini. Ça, c'est...
En tout cas, entre nous, entre mes frères et moi, c'était comme ça. On se bagarrait et puis c'était fini, quoi. Surtout mon plus jeune frère et moi. Quand on me touchait à moi, c'est lui qui rouspétait. Quand on me touchait à lui, c'est moi qui rouspétait. On était vraiment les deux plus jeunes. Hein. C'était tellement gai à la maison chez mes parents. Vous faites des cauchemars la nuit, des rêves des Souvent, cauchemars? souvent. Il y a un cauchemar ou un rêve? Ça, c'est le syndrome du déporté. Tous les déportés, tous ceux qui ont passé les prisons allemandes, ont le syndrome du déporté. Quand j'ai été faire ma cure à Saint-Aude, hein, le médecin me l'a dit, vous allez l'avoir toute votre vie. Il m'est arrivé plusieurs fois au milieu de la nuit d'entrer dans la chambre où j'étais et de me secouer. Qu'est-ce que vous aviez? Vous faisiez des rêves? J'avais des cauchemars. Quels étaient ces cauchemars? Il m'arrivait d'avoir des cauchemars que je savais qu'on allait me brûler, que j'étais dans les mains des Allemands et je ne sais pas me sauver. Il y a quelque chose qui m'empêche de me sauver. Ça m'arrive encore maintenant. Ça m'arrive encore maintenant. Ou alors que je vois la rue qui est enfermée avec des soldats. Ça arrive tout le temps, tout le temps. Et vous prenez des calmants à cause de ça? Hier, j'en ai pris un. Ce que j'ai vu à minuit, je ne dormais pas encore. Je dis, ça ne vaut pas la peine, je vais prendre un calmant. Et Auschwitz, vous avez eu le courage d'aller visiter Auschwitz? Vous avez Non, voulu? jamais. Jamais. Vous auriez voulu le faire ou Je crois que je serais tombée morte. J'aurais pas su. Même la dernière visite que j'ai faite à Malines pour expliquer comment les camps étaient pendant la guerre, quand je suis rentrée, j'étais... C'était la première fois que vous êtes retourné à Malines? C'était la première fois que je suis retournée à Malines. C'était quand? On me disait, les gens vont chaque année en souvenir. Moi, je ne sais pas aller. J'ai vécu 2 ans là-dedans. Je ne veux plus mettre mes pieds là-dedans. C'était il n'y a pas longtemps. C'était quand on a ouvert le musée. Il était encore on travaillait encore dedans. Et alors vous avez expliqué ça, vous avez expliqué comment c'était Malines à l'époque? Tout à fait, tout à fait. À qui? À des jeunes? À M. Loup. Et à M. Nathan Ramet peut-être? Lui, il a transmis ça aux autres. Et je lui ai fait un plan pour expliquer comment c'était, parce que maintenant tout est transformé. Là-bas, ce sont des appartements, c'est tout à fait différent. Je lui ai expliqué tout comment c'était. Mais Auschwitz, ça c'est exclu. Pas pour moi. Et Israël, pour vous? Donc vous nous avez expliqué que votre fils a été... Déjà quand j'ai été à Yad Vashem, ça m'a remué, ça m'a secoué. Ma belle-fille s'est rendue compte et dit, maman, viens on sort. J'ai pas vu tout. Et quand il y a des émissions à la télévision sur le génocide, sur... Eh bien, mon fils, quand je suis avec mon fils, il m'empêche de regarder. Mais vous avez envie de voir ces émissions? Moi, j'ai envie de les voir. Moi, j'ai envie de les voir. Je lui ai dit, écoute, toi, tu dois les voir. Tes enfants aussi. Mais moi, c'est pas la peine qu'on me le montre, je sais ce qu'il y a eu. Parce qu'avec mon fils, j'avais une approche, nous étions tous les deux assis l'un en face de l'autre, et alors maman raconte. Mon mari n'a jamais raconté. Et si un gosse de 12 ans, 13 ans vous demande de raconter ça... Il a compris ça, je lui ai dit ça avant sa bar mitzvah. Non, mais si un autre gosse, dans une école, vous pose la même question, vous demande de raconter, je suppose... Oui, je sais raconter, mais quand c'est séparé. Séparé? Pas devant un public nombreux. Vous avez peur de leur réaction? Peur qu'ils comprennent pas? Peur qu'ils...
à la longue, ils comprennent. Il faut leur montrer les images. Il y a des images, il y a tout, il y a les écritures, il y a tout. Il faut leur montrer, il faut voir ce qui est. Les enfants sont assez intelligents maintenant, la façon dont ils sont instruits, pour comprendre. Je trouve qu'à partir de 10 ans, un enfant sait comprendre. Ma petite fille, elle a fait son album. Elle n'avait que 10 ans. Avec les photos Avec les photos de toute la famille. Comment vous avez compris ça? Vous avez participé à cet album? C'est vous qui avez J'ai cherché les participé photos. à l'album. Vous avez fait ça dans Pendant qu'elle faisait l'album, je lui ai expliqué. Ça vous a fait du bien, ça, de pouvoir parler de ça? Oui, parce que j'étais choquée parce qu'elle m'a demandé pourquoi je me suis laissée prendre. Pourquoi tu n'étais pas armée? Vous avez été choqué de ça? Oui, oui. Vous avez difficile Je à dis, le elle ne dire. comprend pas, elle doit comprendre. Vous avez difficile à le dire parce que ça fait plusieurs fois que je vous pose la question. Et moi, je me doute que vous avez été choqué par ça, puisque c'est... Oui, mais une sabre a une autre mentalité que nous. Et donc, cet album vous a servi à expliquer à votre petite fille Oui, pourquoi comment ça s'est passé, en fait. C'est oui, ça. oui, oui. Et elle a compris. Elle a compris, elle a bien compris. Elle a bien compris. Il y en a certains en Israël aussi qui prennent le contre-pied de tout ça, et je ne suis pas d'accord avec eux d'ailleurs, et qui disent qu'en fait il ne faut pas charger ces enfants, il ne faut pas leur... Le mot que nous avons passé. Non, ils doivent savoir. Vous pensez aussi qu'ils doivent Ils savoir? doivent savoir, ils doivent savoir. On ne les cherche pas, mais ils doivent savoir. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui disent que les chambres à gaz n'ont jamais existé, qui disent que... le Leur massacre- taper dedans. Leur taper dedans. Ça vous révolte? Absolument. Ça, c'est l'extrême droite. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'anxieux par rapport à... Il m'est resté un syndrome. J'ai peur, je ne suis jamais à la maison à attendre le dernier paquet avant d'aller acheter un autre. J'ai toujours une réserve. Parce que je me dis toujours, je ne vais pas rester sans rien. Ça date depuis le... Je voulais juste vous demander, quand vous faites le bilan de votre vie, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce que vous retenez le plus? Quel est le souvenir le plus marquant, le plus poignant, le plus... Quand vous regardez toutes les étapes que vous avez Quand traversées. j'ai perdu mes parents, quand je suis revenue, je n'ai pas retrouvé mes parents. Et quand mon mari est mort. C'est le plus dur. C'était une perte terrible, c'était une perte inimaginable. C'était pas... D'abord, mes parents, c'était pas normal, leur mort. Bon, mon mari est mort dans son lit. Mais pour moi, c'était une perte incroyable, incroyable. Je me suis très difficilement remise de la mort de mon mari. Je suis très, très, très difficilement remise de ça. Et ce que la vie vous a apporté de plus cher, de plus beau, qu'est-ce que c'est? C'était mon fils. Et quand j'ai été à son mariage et aux naissances de 2 filles, ça c'était à ce moment-là, j'ai senti, j'ai fondé une famille. De nous deux, il y a mon fils qui a 2 enfants, il y a ma belle-fille qui est très valable, qui est extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur. Je vis pour ça. Et je sais que je peux toujours compter sur eux. Je peux aussi compter sur ma nièce. Je voulais vous donner l'occasion, à moins que tu aies encore une question à poser. Pour terminer cette interview, je voudrais justement, si vous le souhaitez, que vous laissiez un message à vos enfants, à votre enfant, à vos petites filles. Si vous avez un message à leur laisser par rapport à toute cette interview qui s'est déroulée
Je voudrais que vous me faites une copie de ça. Ça, c'est sûr. Vous allez en recevoir une. Et ça, je donnerai aux enfants. Mais est-ce que vous voulez en plus, maintenant, puisqu'on vous en donne, si vous souhaitez, est-ce que vous... Je souhaite qu'ils vivent heureux et qu'ils surtout qu'ils aient la paix. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Pour le reste, elles sont assez dépendantes, se débrouiller. Et à votre fils, vous voulez dire quelque chose en particulier? La même chose qu'aux enfants. La même chose qu'aux enfants. En tout cas, madame, nous vous remercions tous très fort. Il n'y a pas de quoi. Pour ce témoignage. Et ça nous a beaucoup appris. Merci beaucoup.